Utiliser des parfums d'ambiance, des huiles essentielles, boire du jus de cerise ou compter les moutons, les conseils pour bien dormir sont nombreux, plus ou moins fantaisistes, mais témoins de la réalité de ce problème. Plus de 30% des Français disent souffrir de troubles du sommeil et plus de la moitié de la population active se plaint de ne pas assez dormir. Les chiffres l'attestent. Le temps de sommeil des Français n'en finit pas de diminuer. 6h42 en moyenne en semaine contre 6h58 un an avant. Et cette baisse continue inquiète la communauté scientifique qui établit à 7 heures le temps nécessaire de sommeil minimum par nuit pour un adulte en bonne santé. Baisse constante du temps de sommeil, sentiment de fatigue permanente, les Français se disent épuisés et cela a des conséquences sur leur santé mentale et physique. Lesquelles? Pourquoi dort-on mal? Que faire pour retrouver un bon sommeil? Et quelle est la place des médicaments? On en parle avec le professeur Pierre Philippe. Pierre Philippe, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre, chef du service universitaire de médecine du sommeil du CHU de Bordeaux, auteur de nombreux livres sur cette question, dont Anti-fatigue et Réapprenez à dormir pour être en bonne santé, paru chez Albin Michel. On parlera bien sûr de votre dernier livre passionnant, Antidéprime, toujours chez Albin Michel, puisqu'un lien fort existe entre sommeil et déprime. Et puis vous avez aussi, et on en parlera, créé Canopé, c'est une application de compagnon virtuel pour aider aux problèmes du sommeil, d'addiction et de stress liés au confinement. Avant de parler des troubles du sommeil, on va parler quand même des bienfaits du sommeil. C'est essentiel pour notre organisme. Pourquoi? Alors, dans les années 80, on pensait que le sommeil, c'était une production du cerveau pour le cerveau. Donc, en gros, on disait le sommeil, ça sert à apprendre, ça sert à consolider la mémoire. Et puis après, on a développé un concept qui s'appelle la santé liée au sommeil, où en gros, schématiquement, on a montré que vos organes fonctionnent différemment selon que vous soyez éveillé ou endormi. Par exemple, votre cœur, vos reins, votre foie vont fonctionner différemment. Et donc, si vous vous privez de sommeil, vous allez, par exemple, augmenter votre insulinorésistance, donc avoir plus de chances de prendre du poids. Vous allez diminuer vos défenses immunitaires, donc on a pu le montrer dans des études, et avoir plus de chances d'attraper le Covid. Et puis, vous allez aussi augmenter significativement votre risque de dépression, parce que les neurotransmetteurs qui régulent votre humeur et votre santé mentale, ils sont très liés à des déterminants biologiques, on en parlera, et le sommeil, avec l'activité physique et la nutrition, c'est un des 3 grands piliers de la santé mentale et de la santé liée au sommeil, bien entendu. Idéalement, adulte, il faut dormir combien d'heures? Alors, le sommeil, c'est génétique, donc c'est très individuel. Oui, il y a des petits, des gros dormeurs. Voilà. Mais en gros, ce qu'on peut dire, c'est que les recommandations internationales, c'est le message simple, c'est 7 x 7, 49. C'est-à-dire 7 heures par nuit, 7 fois par semaine. Donc, il y a 2 notions, il y a la durée et la régularité. Ça, on va y revenir, Voilà. bien sûr. Et donc, un adulte entre 25, on va dire, et 65 ans ne devrait pas dormir moins de 7 heures. Après, il y a des gens qui ont besoin d'un peu plus, hein. Et puis, il y a un tout petit pourcentage de gens qui ont besoin de moins, mais quand on recherche vraiment, c'est pas beaucoup, ils se comptent sur le bout des doigts. Oui. Un bon sommeil, c'est quoi? On a le droit de se réveiller 1 ou 2 fois dans la nuit, rapidement, se rendormir. On a un bon sommeil quand même. Alors, un bon sommeil, c'est 3 piliers. C'est la durée, la régularité et la qualité. On a beaucoup insisté sur la durée précédemment, peut-être parce qu'il y avait des gens qui voulaient nous vendre des pilules pour dormir plus longtemps. En fait, on est en train de se rendre compte que la régularité, c'est aussi important que la durée, pour tout un tas de raisons sur lesquelles on reviendra. Et puis après, comme vous le dites, le troisième déterminant, c'est la qualité. Donc, il y a des gens qui vont se réveiller la nuit. Quand on vieillit, on a moins de pression de sommeil, donc on se réveille plus facilement. On va boire un verre d'eau, on se rendort, c'est pas grave. Il y a des gens qui vont avoir un seuil douloureux lié au sommeil qui va faire qu'on va commencer à se plaindre et puis on va créer un mécanisme vicieux qui va déboucher sur des plaintes insomniaques. Donc c'est là la limite aussi entre le normal et le pathologique. Vous l'avez dit, il y a l'âge qui joue. Est-ce qu'il y a aussi le sexe? Est-ce qu'on note des différences physiologiques en fait entre le sommeil des hommes et celui des femmes? Alors, c'est une très bonne question. Je vous remercie de me le dire. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est un des grands mystères du sommeil qu'on n'a pas résolu encore. C'est que, en fait, physiologiquement, les hommes et les femmes ne sont pas si différents que ça. Par contre, en termes de prévalence de maladies, les hommes sont beaucoup plus exposés aux problèmes de somnolence, et en particulier liés à l'apnée, et les femmes sont beaucoup plus exposées aux problèmes d'insomnie. Donc, il y a 2 fois plus de femmes qui ont des insomnies que des hommes. Comment ça? Alors, on n'a pas les déterminants biologiques. Il y a des hypothèses qui sont qu'il y a une hyperactivité cognitive quand on devient insomniaque, c'est-à-dire on a tendance à
à activer un peu un éveil pathologique et les femmes seraient plus sensibles à cette activation-là. Il y a aussi des facteurs de risque liés aux pathologies mentales, en particulier l'anxiété et la dépression. Mais on n'a pas un déterminant biologique très précis, c'est assez surprenant. Par contre, les faits sont impressionnants. C'est un ratio du double. Et quand on rentre dans la ménopause et l'andropause pour les hommes, presque les chiffres commencent à se réinverser, c'est-à-dire que les femmes développent plus de syndrome d'apnée et les hommes peuvent devenir plus insomniaques. Mais quand on est vraiment biologiquement active en tant que femme, on est très exposé au risque d'insomnie. Alors, il y a de nombreux troubles du sommeil, beaucoup qu'on ne connaît pas, comme la narcolepsie, le syndrome des jambes sans repos. Vous avez cité l'apnée du sommeil. Alors aujourd'hui, on va parler de l'insomnie, mais juste l'apnée du sommeil, on s'y arrête juste un instant, parce que c'est important, parce que beaucoup de personnes en souffrent et ne le savent pas. Or, ça peut avoir des conséquences sérieuses sur la santé. Oui, alors d'abord, tous les troubles du sommeil peuvent avoir des conséquences sérieuses. Et par exemple, il y a un type d'insomnie qui s'appelle l'insomnie objective, où les gens ne dorment pas. Ça multiplie par 2 le risque de développer une hypertension artérielle. Bon, l'apnée du sommeil, c'est un peu particulier. C'est-à-dire les gens s'arrêtent de respirer la nuit, ils n'arrivent plus à faire du sommeil lent profond. Donc ça perturbe les productions d'hormones de croissance. Ça fragmente le sommeil, donc ça rend somnolent dans la journée. Et en plus de ça, ça rend insulino-résistant. Donc ça aggrave le risque cardiovasculaire, le risque métabolique, ça fait prendre du poids. C'est une maladie qui est très très associée au risque cardio-métabolique et à la somnolence. Alors, on parle donc aujourd'hui de l'insomnie. C'est quoi la définition de l'insomnie? Alors, la définition de l'insomnie, c'est avoir des difficultés d'endormissement, se réveiller la nuit, se réveiller trop tôt et avoir une altération fonctionnelle dans la journée, 3 fois par semaine depuis au moins 3 mois. Donc vous voyez, c'est très codifié. D'accord. Ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est une plainte subjective. Donc en fait, Mais on est nombreux à avoir l'impression de ne pas dormir et en fait, en temps de sommeil, finalement, beaucoup en fait dorment suffisamment, mais on a l'impression qu'on a été réveillé toute la nuit, alors que c'est faux. Alors voilà, 75% des gens qui ont des plaintes insomniaques ou qui sont caractérisés insomniaques, en fait, quand on les enregistre, ça les rend fous, ils dorment. Donc l'insomnie, c'est aussi ce qu'on appelle l'insomnie subjective, c'est un trouble de la perception. C'est-à-dire, c'est pas la machine qui est cassée, c'est que vous avez plus la capacité à percevoir votre sommeil et la perception, elle est très liée à la profondeur. C'est-à-dire, en gros, plus vous descendez au fond de la piscine, plus vous allez vous dire, je suis vraiment sous l'eau. Si vous faites de l'aller-retour entre la surface et 30 cm d'eau, c'est-à-dire si vous avez un sommeil très léger, c'est très compliqué pour vous de dire, là je dors pas. D'où les thérapies comportementales qui visent justement à approfondir le sommeil en vous entraînant au fond de la piscine. Et l'insomnie objective, est-ce qu'elle entraîne toujours, alors vous allez me dire la différence, une fatigue, une somnolence? Alors, c'est pas pareil. Alors, c'est pas pareil, mais donc l'insomnie objective, c'est je dors pas objectivement. Donc ça, déjà, c'est très très rare. Où est-ce qu'on le retrouve? On le retrouve chez les gens qui vont vraiment vraiment pas bien, par exemple les troubles bipolaires, les maladies dépressives ou certaines formes de dépression. Il y a un impact sur la durée objective du sommeil. Les gens qui ont mal, les gens qui sont douloureux, ils peuvent avoir une réduction de la durée du sommeil. Ces gens-là, ils ont vraiment un facteur de risque massif sur le cardiovasculaire, sur la dépression. Et donc là, eux, il faut vraiment les traiter et on n'hésite pas trop à prescrire des médicaments, on va en parler. Des médicaments chez eux, parce que vraiment, il y a la nécessité d'allonger leur durée de sommeil. Après, tous ceux qui dorment pas 7 heures, pas très bien, etc. Ceux-là, ils ont quoi La question, c'est comment on le définit. Oui. Donc, en ce moment, il y a plein de montres connectées. Nous, on en parle un peu dans le livre dans Antidéprime. Pour savoir si on ne dort pas réellement, l'idée, c'est de se monitoriser. Le problème qu'il y a, c'est que les gens qui se monitorisent, au bout d'un moment, ils se créent une insomnie parce qu'ils ont l'orthosomnie, c'est-à-dire qu'ils veulent absolument dormir 7h31 et on leur dit, on s'en fiche. Ce qu'il faut, c'est vous réveiller le matin en disant, j'ai bien dormi. Donc, il y a cet enjeu un petit peu de monitoring, mais moi, je pense que dans un premier temps, ce qui est important, c'est déjà voir si l'hygiène de sommeil, c'est la durée, la régularité, la qualité, elle est au rendez-vous. On va parler de ça, mais juste, ce que je voulais savoir, c'est si effectivement, l'insomnie, ça donnait quoi dans la journée? Ça donnait une fatigue, une somnolence, les deux? L'insomnie objective, c'est une incapacité à dormir. Donc, paradoxalement, ils ne sont pas somnolents dans la journée. D'accord. Okay. Par contre, ils ont des plaintes de fatigue et ils ont des plaintes psychiatriques associées, en particulier anxio-dépressives. Alors justement, on va parler des autres conséquences à ce manque de sommeil tout de suite. 15 à 20% de la population française serait insomniaque, un chiffre très élevé et grave quand on connaît les conséquences de ce trouble du sommeil. On en parle avec le professeur Pierre Philippe, psychiatre spécialiste du sommeil. Donc ce manque de sommeil a des conséquences sur notre santé,
physique, vous allez nous dire ce que ça peut donner, mais également psychique, et ça c'est très important. Oui, alors, en fait, on a connu un épisode sociétal majeur qui était la crise du Covid. Et en fait, pendant la crise du Covid, on a monitorisé les plaintes au niveau population. Il y a une très belle étude qui est peu citée, qui s'appelle Coviprev, qui a été menée par Santé publique France, où on a regardé les plaintes de sommeil, les plaintes d'anxiété, les plaintes de dépression. Avant le Covid, on avait une espèce de statu quo intellectuel qui disait qu'une part très importante des plaintes de sommeil sont des conséquences de maladies mentales. C'est-à-dire parce que vous êtes déprimé, parce que vous êtes anxieux, vous n'allez pas dormir. Là, ce qu'a montré Coviprev, c'est 60% de gens ont des plaintes de sommeil, 28% des troubles anxieux, 18% des troubles dépressifs. Donc, on a commencé à se dire, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si vous avez 3 fois plus de plaintes de sommeil que de plaintes psychiatriques, si ça se trouve, c'est peut-être une cause. Et donc, on a eu la chance d'être soutenu par les pouvoirs publics et on a mis en ligne une application gratuite qui s'appelle Canopé. Et là, on a développé des thérapies comportementales pour améliorer la régularité du sommeil des gens. Et ce qu'on a montré, c'est que la régularité, elle réduit les plaintes insomniaques, mais elle réduit aussi les plaintes dépressives. Donc là, il y a tout un courant international qui est en train d'engager, qui consiste à dire vos déterminants physiologiques, c'est-à-dire sédentarité, régularité du sommeil, dans une moindre mesure nutrition, c'est des acteurs majeurs qui peuvent prévenir, voire corriger des troubles mentaux. Et ça, c'est une vraie révolution. Vous parlez là vous avez évoqué déprime, dépression. C'est quoi? Expliquez-nous bien la différence. Alors, encore une fois, c'est un peu comme sur l'insomnie. Il y a des symptômes clés dans antidéprime. Il y a une petite échelle sur 8 items. En gros, la dépression, c'est quoi? C'est j'arrive plus à dormir, je pleure dans la journée, je ne peux pas me concentrer, je suis anxieux, mon futur est très sombre. Bon, si vous avez plus de 3 jours par semaine depuis plus de 15 jours un faisceau de symptômes de ce type-là, vous rentrez dans une catégorie qui vous qualifie dans la dépression. Ce qu'on voit dans la vraie vie, c'est que beaucoup de gens, comme pour le sommeil, vont pas être bien, mais 1 jour, 2 jours, 3 jours par semaine. C'est-à-dire qu'il y a une notion de fluctuation de l'humeur qui est physiologique. C'est un petit peu ce que je dis dans l'introduction d'Antidéprime, c'est mort au diktat des 365 jours au top, parce que sur les réseaux sociaux, on vous dit qu'il faut tout le temps être beau, il faut tout le temps être ça posé. Ça n'existe pas, c'est pas la vie. Non, mais c'est même pire que ça. C'est une contre-vérité physiologique. C'est-à-dire, on n'a pas toujours faim pareil, on n'a pas toujours envie de faire l'amour pareil, on n'a pas toujours envie de dormir pareil. Et sur l'humeur, c'est pareil. Il y a des moments où on est en haut, il y a des moments où on est en bas. Ce qui est important, c'est que les cycles d'amplitude soient modulés. Donc, un marqueur important, c'est plus de 15 jours. C'est-à-dire, si depuis plus de 15 jours, vous avez vraiment la tête dans le seau, il faut considérer. Ouais. Et après, plus de 3 jours par semaine. Si plus de 3 jours par semaine, vous avez vraiment des idées noires, vous sentez que vous n'arrivez pas à réémerger, c'est un signal. Et il faut aller consulter. Est-ce que les enfants, et même les bébés, peuvent être insomniaques? Alors, les bébés, d'abord, quand ils sont tout petits, ils dorment en plusieurs phases. Ils ont un sommeil polyphasique, un peu comme certains animaux ou les navigateurs solitaires. Donc, en fait, quand vous grandissez, votre cerveau, il renforce le poids de l'horloge et vous arrivez à un cycle à partir d'1 an, 1 an et demi, où en gros, vous avez un épisode de sommeil de jour ou 2 et un épisode de sommeil nocturne. Donc, la transition entre ce sommeil normal, polyphasique, et le sommeil adulte, il est parfois compliqué pour les parents. C'est-à-dire, les parents pensent que l'enfant est insomniaque. Il n'est pas insomniaque, c'est qu'il n'est pas encore dans un cycle réglé où il va s'adapter comme les adultes. Bon. Après, les comportements peuvent rendre les enfants insomniaques. Par exemple, si on prend l'enfant, on le met dans le lit, ou si on habitue à aller dans la chambre dès que l'enfant pleure, l'enfant, bien entendu, il va pleurer toute la nuit parce qu'il veut voir sa maman ou son papa. Donc, il y a aussi un schéma d'entraînement. C'est pour ça que l'éducation au sommeil, c'est très important, et en particulier chez les enfants et les parents. On parlera évidemment des solutions, mais pour l'instant, on reste sur les causes. Nos modes de vie modernes, et notamment nos écrans, on ne peut pas passer à côté de ça. Est-ce que les écrans en tant que tels sont problématiques ou c'est uniquement leur usage? Alors, ce qu'on a assez bien montré, et ça nous a beaucoup surpris dans la communauté des physiologistes du sommeil, dont je fais partie, c'est que les écrans en tant que tels n'ont pas un effet si délétère que ça. C'est-à-dire qu'on a mené des essais cliniques, en particulier chez des adolescents, très contrôlés, où on a exposé des gens à des écrans donc lumineux,
puis avec des contenus neutres, puis avec des contenus assez chargés, par exemple des séries télé ou des réseaux sociaux à forte activation cognitive. Et ce qu'on a très très bien montré, c'est que le facteur perturbateur du sommeil, c'est l'activation cognitive. C'est la rumination, vous savez. C'est quand vous commencez à vous coucher que vous dites « Ouh là là, je ne vais pas dormir Ouais. ». Bon, c'est ça qui perturbe tout. Donc le message, c'est pas d'écran au moins 2 heures avant d'aller dormir, et c'est pas d'écran et pas de série, quoi. Je voudrais que vous écoutiez Clément qui parle des troubles du sommeil de sa compagne. C'était dans le téléphone sonne sur France Inter. Écoutez. Ma compagne a des soucis de sommeil, malgré le fait qu'on s'endort avec des écrans qui pourraient être embêtants, mais ça ne l'empêche absolument pas de dormir, de s'endormir. Par contre, elle est réveillée en pleine nuit, quasiment à heure fixe, 3 heures, 3h30 du matin, et elle peut mettre jusqu'à 1 heure, 1h30, voire 2 heures pour se rendormir. C'est très embêtant parce qu'elle se réveille en forme, et donc après ce cycle de sommeil dans lequel elle repart, elle se réveille fatiguée. Vous avez dit pas d'écran 2 heures avant d'aller se coucher, parce que parfois les écrans, ça peut provoquer des réveils nocturnes, pas des difficultés d'endormissement, mais des réveils nocturnes. Alors, les réveils nocturnes, comment ça s'explique? C'est toujours l'histoire de la piscine. C'est-à-dire que si vous faites un épisode de sommeil très profond, en fait, vous allez avoir une continuité dans la nuit qui va limiter vos éveils. Si vous vous endormez sur le principe de l'horloge biologique, parce que vous savez, pour s'endormir, il y a l'horloge et puis il y a la pression de sommeil qui est conditionnée par votre durée de veille, à un certain moment donné, vous allez vous endormir à cause de l'horloge, mais si vous n'avez pas assez de pression de sommeil, vous allez vous endormir, mais peu profondément dans la piscine, et hop, vous allez vous réveiller au milieu de la nuit. Donc paradoxalement, ce qui conditionne le plus l'éveil nocturne, c'est la durée d'éveil. Oui. Nous, on recommande minimum 17 heures, c'est-à-dire en gros lever 7 heures, pas de coucher avant 23 heures. Et souvent, ce que font les gens, c'est qu'ils se couchent un peu trop tôt pour se donner la chance de dormir. Donc là, l'horloge, elle les endort. Mais par contre, à partir de 2 heures du matin, ting. Mais quand vous dites pas de coucher avant 23 heures, ça veut dire qu'il faut même pas aller se mettre dans son lit avec un bouquin. On évite quand on a des soucis de sommeil. Quand on n'a pas de soucis de sommeil, on fait ce qu'on veut. Mais quand on a des soucis, la chambre, c'est pour aller dormir. Alors, rituellement, on dit la chambre, ça sert à 2 choses, c'est dodo et crac-crac. Je vois bien la deuxième. Voilà. Donc, en fait, il y a un principe de conditionnement. Plus vous êtes vulnérable aux troubles du sommeil, plus il faut que la chambre, ça soit l'endroit où vous arrivez et vous dormez. Il y a des gens qui peuvent très bien passer 2 heures au lit, fermer le livre et s'endormir, mais c'est un facteur de risque. Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est développer plutôt des activités calmes, éteignez les écrans, bouquinez ou préparez le lendemain, faites vos affaires. Mais quand vous allez au lit, allez-y pour dormir. Est-ce qu'il y a aussi des médicaments ou des maladies neurologiques qui peuvent être à l'origine d'insomnie ? Alors oui, il y a beaucoup de maladies neurologiques, en particulier le sommeil, ça repose sur des structures neurologiques. Et donc effectivement, si vous avez par exemple un syndrome des jambes sans repos, que vous avez une mobilité rythmique de vos membres inférieurs, ça peut massivement fragmenter votre sommeil. Ça peut être lié effectivement. Il y a aussi des gens qui ont des troubles neurodégénératifs, qui peuvent avoir des plaintes insomniaques, effectivement. C'est pas aussi important que pour les maladies mentales, mais c'est un facteur associé. Et en dehors de la cortisone qu'on connaît bien pour être un excitant si on la prend le soir, il y a des médicaments qui altèrent le sommeil ? Alors, les bêta-bloquants, c'est des médicaments qui fragmentent le sommeil, absolument, qui peuvent être dans le domaine cardiovasculaire. voilà, qui peuvent fragmenter le sommeil. Après, bon, tout ce qui est psychostimulant, c'est-à-dire tout ce qui est à base de caféine, tous ces éléments-là, les éléments toniques que consomment beaucoup les gens maintenant, même les boissons énergisantes, ça fragmente massivement le sommeil. Alors maintenant, ce qu'on peut faire quand on souffre d'insomnie, la tendance, c'est de prendre des médicaments. On est champion dans ce domaine, on va y venir. Mais d'abord, vous l'avez dit, il faut commencer par s'auto-évaluer. Donc, faire un monitorage, en gros, de son sommeil. Et effectivement, pour ça, il y a des applis comme Canopé que vous avez développé avec l'équipe du CHU de Bordeaux. Ça fonctionne comment ? Alors, on a un compte Instagram qui s'appelle pr.philippe où vous trouvez les liens pour télécharger les applis. Philippe, c'est vous. C'est moi, Philippe, voilà. Donc, c'est Instagram et aussi sur TikTok. Donc, en fait, on a 2 applis. On a une appli qui est un agenda du sommeil simple, qui est une mesure subjective de votre sommeil, mais qui est très intéressante pour déjà surveiller votre régularité, parce que par exemple, les gens n'ont pas du tout conscience de leur irrégularité. Canopé, c'est un peu plus sophistiqué, c'est-à-dire qu'on vous demande pendant une semaine de faire un agenda, on analyse vos réponses, et là, il y a 17 propositions d'intervention comportementale sur la régularité, le lever, le sport, l'activité physique, et on vous propose un programme personnalisé. Et ça, on a montré qu'on pouvait faire gagner 1 heure de sommeil subjectif avec Canopé.
Ce qui est énorme. Il y a plus de 75 000 personnes qui l'ont téléchargé maintenant. Et c'est à peu près l'efficacité d'une benzodiazépine. C'est-à-dire les essais cliniques avec des médicaments hypnotiques, ça fait à peu près gagner 1 heure. Sans les conséquences. Votre credo, vous l'avez dit, pour un bon sommeil, c'est durée, qualité, régularité. Et vous insistez, ça on a très bien compris, sur la régularité du lever et pas du coucher. C'est essentiel. Mais est-ce que ça veut dire qu'on oublie la grasse matinée du dimanche ? Alors, bon, c'est un petit peu comme quand vous rentrez dans une pâtisserie pour acheter une baguette et que l'éclair au chocolat est vraiment sympa. Et qui est à côté de la baguette. Exactement. Bon, de temps en temps, on peut s'acheter un éclair au chocolat. On ne va pas mourir. Ouais. Mais par contre, il ne faut pas que systématiquement, ça soit la règle. Donc, ce qu'on a montré en chiffres, c'est que si vous avez plus de 2 heures de décalage entre la semaine et le week-end, vous souffrez de ce qu'on appelle un jet lag social. Et ça, c'est un facteur de risque infectieux, psychiatrique, métabolique. Donc, la norme, c'est 1 heure. En gros, si vous pouvez décaler votre heure de lever d'1 heure, si vous devez décaler de plus, c'est aussi un signal. Parce que le jet lag social, c'est quoi ? C'est je me mets en dette la semaine parce que je me couche tard et je dois me lever tôt. Si vous devez rebondir beaucoup le week-end, vous n'êtes pas au top, même au niveau de la durée, quoi. C'est-à-dire vous manquez de sommeil en semaine. Et la sieste, c'est une bonne ou une mauvaise idée ? La sieste, ponctuellement, c'est une très bonne idée. Parce que ça permet de recharger les batteries. Si par contre vous êtes obligé de vivre sur un schéma de sieste, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'au niveau nocturne, vous n'avez pas votre quota. Alors si on connaît son temps d'éveil, on connaît son temps de sommeil. Si on respecte tout ça avec régularité, on a quand même déjà bien avancé. Oui. Il y a aussi la qualité du sommeil et on peut jouer sur divers facteurs. On y vient tout de suite. Durée, qualité, régularité, c'est les clés d'un bon sommeil récupérateur. On en parle donc avec le professeur Pierre Philippe, psychiatre, chef du service de médecine du sommeil du CHU de Bordeaux, auteur de Antidéprime chez Albin Michel, dans lequel, évidemment, vous parlez de l'importance aussi d'un bon sommeil. C'est une émission préparée par Anne-Claire Bazin, réalisée par Thomas Jost, à la technique Timothée Hubert et Sacha Crine à la vidéo. Vous le disiez, la chambre influence notre sommeil. Comment on l'aménage au mieux, la chambre ? Alors, peu ou pas de lumière, une température plutôt plus fraîche que dans la journée, c'est-à-dire 17-18, pas de bruit ou très peu de bruit. Quand on peut. Si on est à 2, voilà, alors quand on peut, alors si on ne peut pas, il y a toujours les bouchons d'oreille. Et après, il y a un grand débat, c'est seul ou à 2. Il y a une tendance qui consiste à dire, à partir d'un certain âge, 2 lits séparés à côté, c'est pas mal. Voilà. Il faut aussi, et ça c'est franchement pas connu, écouter les extrémités de son corps. Oui, parce que en fait, paradoxalement, vous avez des petites gâchettes qui enclenchent l'endormissement, et une des gâchettes, c'est la perte de calories par vos extrémités, c'est-à-dire le nez, les oreilles, les mains, les pieds. Ce qui explique que, par exemple, mettre des chaussettes, ça peut faciliter l'endormissement, ou mettre les pieds hors du lit pour permettre à vos pieds de faire comme un radiateur et de refroidir votre corps. Donc effectivement, la température, c'est très important. L'hygiène de vie, activité sportive, on n'imagine pas juste avant d'aller se coucher. Vous disiez que l'alimentation n'était pas un facteur finalement très important dans les troubles du sommeil, ou on peut quand même corriger certaines choses ? Alors, l'alimentation, c'est surtout en lien avec les troubles mentaux. En fait, ce qu'on sait, c'est que une alimentation type régime méditerranéen, c'est une activité anti-inflammatoire. L'activité anti-inflammatoire, en gros, elle va améliorer les communications entre les neurotransmetteurs du cerveau. Donc ça va un petit peu comme si on mettait de l'huile dans le moteur, ça va fluidifier. Au niveau du sommeil, il n'y a pas de preuve directe de l'amélioration, par exemple, de la durée du sommeil avec un régime méditerranéen. Mais par contre, il y a une réduction du risque, en particulier sur des événements type dépression ou anxiété, qui fait que globalement, les plaintes d'insomnie sont plus faibles chez les gens qui ont un bon régime méditerranéen. Mais c'est de la prévention. C'est vraiment, il faut le concevoir comme une règle de vie quotidienne. Et l'activité sportive ? Alors, l'activité sportive, c'est bien et pas bien. C'est bien parce que ça permet d'entraîner les horloges et de donner de la régularité le matin. Le soir, c'est pas bien parce que ça élève la température corporelle. Alors, sur mes réseaux sociaux, la pr.philippe, j'ai des centaines de commentaires qui me disent « Vous êtes un dictateur, vous nous empêchez de faire du sport ». Il y a une petite ruse qu'on peut utiliser ponctuellement, qui est la prise de mélatonine. Parce qu'on ne le sait pas, mais la mélatonine, ça abaisse la température corporelle. Donc, pour des gens qui ont absolument besoin, de façon épisodique, de faire du sport, par exemple, après 18 heures,
une prise de comprimé de mélatonine, ça peut refroidir le corps et faciliter l'endormissement. Ou autrement, une douche froide un peu fraîche, un peu prolongée, ça peut faire l'affaire. Quand tout ça, ça ne suffit pas, il y a des méthodes naturelles efficaces, en dehors de compter les moutons, parce que ça marche pas forcément bien. Ce qui est recommandé par la Haute Autorité de Santé, c'est les thérapies cognitivo-comportementales. Donc, c'est effectivement jouer sur la durée d'éveil pour augmenter la pression de sommeil, faire du sommeil lent profond. Une autre stratégie qui marche très bien et qu'on utilise dans le canopé, c'est le stimulus control. C'est-à-dire si au bout de 15 minutes, vous avez l'impression que vous êtes éveillé, il faut sortir du lit. Ah, d'accord. Parce que ça va augmenter votre pression d'éveil. On se donne 15 minutes. Ouais, ça va augmenter votre pression d'éveil. Et en plus, ça va vous empêcher de ruminer. Alors, il ne faut pas être avec la montre et regarder toutes les 30 secondes, 15 minutes. C'est subjectivement, si vous pensez que vous êtes éveillé un quart d'heure, vous sortez, vous allez boire un verre d'eau, vous rentrez dans la chambre quand vous êtes un peu plus détendu. Ça s'appelle le stimulus control, ça marche très très bien. Et puis après, il y a quand même pas mal de nouvelles techniques comme la cohérence cardiaque, la relaxation, qui peuvent avoir un effet bénéfique pour préparer l'endormissement. Ce n'est pas des hypnotiques directement, mais ça aide à préparer. Donc nous, on le recommande. Il y a même des petites plages dans mes livres qui expliquent les mouvements adaptés. Vous avez parlé d'hypnotique, bien sûr. On est les champions en consommation 3-5 fois plus importante que nos voisins européens, notamment pour les benzodiazépines. C'est quoi vraiment leur place dans la lutte contre l'insomnie ? À quel moment on les donne ? À quel moment du parcours thérapeutique on les donne ? Alors, c'est en train d'évoluer beaucoup d'abord. Donc, il y a deux phénomènes d'évolution. Le premier phénomène, c'est qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont intégré le message que les médicaments, au sens benzodiazépine, c'était pas bon. Donc, il y a un shift massif sur la consommation, en particulier de mélatonine et d'antihistaminiques. Mais c'est impressionnant en volume de vente. C'est des dizaines de millions d'euros consommés. Donc, il y a un shift par rapport à ça. Ce qui a du bon, parce qu'a priori, c'est moins néfaste, mais c'est pas très terrible parce qu'on ne sait pas toujours qu'est-ce que contient le produit. Et après, les benzodiazépines, on essaie de réduire. Surtout, c'est la durée. C'est pas plus de 3 semaines. Voilà, et dans une prescription très encadrée. Il y a des campagnes permanentes des autorités sanitaires sur l'alimentation, sur le sport. Pourquoi il n'y a pas des campagnes nationales, vu l'importance du sommeil, y compris pour la santé mentale? Pourquoi il n'y a pas de campagne nationale? Alors, on se bat depuis des années pour que ça arrive. On a remis un rapport en 2021. Des derniers échos que j'ai, ce rapport est sur le bureau à Matignon des conseillers santé et de Monsieur le Premier ministre. Donc, nous attendons impatiemment qu'il appuie sur le bouton Start. Et dans le rapport, il y a quoi ? Il y a exactement ce que vous dites, c'est-à-dire engager un programme de prévention à long terme pour apprendre aux Français qu'est-ce que c'est que la santé liée au sommeil, démystifier l'usage des médicaments. Et puis, on a quand même fait des choses. On a créé une spécialité du sommeil, une formation spécialisée transversale. Donc, maintenant, les médecins sont beaucoup mieux formés. Mais il faut aussi que le grand public... Y compris les médecins généralistes ? Alors, il y a des enseignements dans le premier cycle. Mais il y a aussi la possibilité de faire une surspécialité. Donc, et ça, c'est très, très important parce que dans le futur, on va vraiment avoir de plus en plus de centres spécialisés du sommeil. Merci infiniment. Merci beaucoup. beaucoup. Je rappelle votre dernier livre qui est passionnant, Antidéprime. C'est aux éditions Albin Michel.